Imaginez être aux commandes d'un avion de guerre lorsque, soudainement, la moitié de votre cockpit disparaît en plein vol et que vous parvenez pourtant à continuer à voler. C'était le matin du 14 juillet 1944, précisément à 9h42. Le lieutenant Evald Swanson était assis aux commandes d'un bombardier lourd américain, un B-17G, un imposant quadrimoteur réputé pour sa robustesse, surnommé Mispa. Tandis qu'il survolait Budapest, la capitale hongroise, le ciel se remplissait de nuages noirs qui n'étaient en réalité que des explosions de projectiles anti-aériens. Swanson, âgé de 24 ans, avait déjà mené 17 missions de combat. Il ne pouvait se permettre la moindre erreur. Les Allemands, qui contrôlaient la région à l'époque, avaient déployé plus de 288 canons anti-aériens de 90 mm autour des installations ferroviaires en contrebas et tous tirés sur les avions. Le bombardier de Swanson faisait partie d'un groupe de 60 appareils du 83e escadron de bombardement qui avait décollé de la base d'Esterparon en Italie. La mission semblait simple, attaquer une raffinerie de pétrole de la compagnie Shell et des installations ferroviaires en plein cœur de Budapest sous contrôle allemand. L'objectif était de couper les routes d'approvisionnement des troupes allemandes sur le front de l'Est, là où elles combattaient l'armée soviétique. Ensuite, il leur suffirait de rentrer chez eux. Mais en juillet 1944, les équipages de la 15e force aérienne américaine connaissaient bien les statistiques. Sur chaque dizaine de membres d'équipage montant à bord d'un B-17, 8 ne reviendraient pas. Certains mourraient, d'autres seraient capturés et certains disparaîtraient sans laisser de traces. La formation d'avions poursuivit sa route à travers la pluie de feu anti-aérien. Les projectiles explosaient en nuages noirs capables de déchirer l'aluminium de l'avion comme du papier. Le Mispa fut touché à l'arrière, puis sur les ailes. Des éclats métalliques perforèrent le fuselage, mais le bombardier resta en formation avec les autres. Derrière Swanson, l'équipage maintenait ses positions. Le lieutenant Paul Burntt était assis au siège de copilote. Le lieutenant Kenneth Dodley était à la station de bombardement à l'avant de l'appareil. Le lieutenant Joe Henderson naviguait depuis le compartiment voisin. 8 autres hommes étaient répartis dans l'avion. Opérateurs radio, mitrailleurs et ingénieurs de vol. Il ne restait que quelques secondes avant d'atteindre l'objectif. Dodley libéra la charge de bombe. 2 tonnes d'explosifs tombèrent vers les installations ferroviaires en contrebas. Le bombardier fit une brusque montée lorsque tout ce poids fut libéré. À ce moment-là, un projectile anti-aérien de 80 mm frappa directement l'avant de l'avion. L'explosion fut instantanée. Toute la partie avant du Mispa se désintégra. Le compartiment avant, la station de bombardement, le poste du navigateur, les panneaux en plexiglas, tout ce qui se trouvait devant le cockpit disparut simplement. Dodley mourut sur le coup. Henderson aussi. L'onde de choc traversa ce qui restait de l'avion. La structure métallique qui avait abrité 2 hommes et des tonnes d'équipement disparut. Le centre de gravité de l'avion se déplaça vers l'arrière. Privé de poids à l'avant, le Mispa se cabra presque à la verticale. Le bombardier commença à perdre de la vitesse dangereusement. Swanson voyait le ciel là où les instruments de vol auraient dû être. L'air glacial à 9000 mètres d'altitude pénétrait à toute vitesse dans l'ouverture. La température était de 40 degrés sous zéro. Le vent frappait son uniforme de vol avec violence. À travers le trou laissé par la disparition de l'avant de l'avion, Swanson voyait la formation de bombardiers continuer vers le point de regroupement. Il n'y avait plus de manche de contrôle. Le levier qui reliait le système de commande de l'avion était monté sur la structure avant, maintenant inexistante. Il n'y avait plus d'instrument. Le panneau de contrôle était fixé à la section du nez de l'avion qui, elle aussi, avait disparu. Swanson n'avait plus d'indicateur de vitesse, ni d'altimètre pour savoir à quelle hauteur il se trouvait, ni d'horizon artificiel. Il n'avait aucun moyen de savoir ce que faisait l'avion, à part la sensation et l'observation du vrai horizon à travers l'énorme trou devant lui. Mais les câbles de contrôle étaient toujours là. Les câbles en acier reliant le cockpit à l'arrière du fuselage, connectés au gouvernail, aux élévateurs et aux ailerons. Ils étaient désormais exposés, flottant au vent, mais restaient intacts. Swanson réussit à abaisser le nez du bombardier. Il ne savait pas comment il avait fait, il n'y avait rien à pousser, rien à tirer, mais d'une manière ou d'une autre, il réussit à redresser l'avion. Il parvint à revenir dans la formation, même de manière approximative. Cet avion aurait dû être impossible à piloter. Les ingénieurs de Boeing avaient conçu le B-17 avec une stabilité naturelle, mais aucun ingénieur n'avait prévu cela. Aucun manuel de vol ne couvrait comment piloter sans cockpit.
Cette histoire nous rappelle le courage et la détermination incroyable de l'homme dans des situations extrêmes. Malgré les horreurs de la guerre, ces récits témoignent aussi du respect mutuel entre des adversaires qui défendaient leurs convictions et nous enseignent l'importance de chérir la paix que nous vivons aujourd'hui grâce au sacrifice de tant d'hommes. La seule chose qui maintenait le bombardier en vol était la physique et une pure désespoir. Si vous voulez savoir comment l'équipage a réussi à contrôler ces câbles exposés pour continuer à voler, n'oubliez pas de cliquer sur J'aime. Cela nous aide à partager d'autres histoires oubliées. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Reprenons l'histoire. Derrière le pilote, les membres de l'équipage qui avaient survécu commencèrent à se diriger vers l'avant. L'opérateur radio et le mécanicien de vol pouvaient voir les câbles complètement exposés traversant la baie des bombes. Le vent déchirait l'intérieur de l'avion. Ils comprenaient parfaitement ce qu'il fallait faire ensuite. Plus de 200 canons anti-aériens continuant de tirer depuis le sol. La formation des bombardiers volait toujours au-dessus du territoire ennemi et un autre projectile s'apprêtait à frapper le moteur numéro 2. Le deuxième obus de 90 mm atteint le moteur droit à 9h44. Le moteur explosa dans une pluie d'huile et de débris métalliques. Les flammes s'étendirent le long de l'aile gauche. L'avion tourna hors de contrôle pendant 3 secondes, puis s'arrêta complètement. Le moteur numéro 2 était hors service. Il ne restait plus que 3 moteurs au bombardier. L'avion commença à perdre de la vitesse. La formation des bombardiers s'éloignait devant. Sans instrument de cockpit, Swanson n'avait aucun moyen de savoir à quelle vitesse il se détachait. Le sergent Frank Gemanci, le mécanicien de vol, se faufila depuis la tourelle supérieure. Il repéra immédiatement le problème. Les câbles de contrôle parcouraient le fuselage en groupe. Ailages, ceux du gouvernail, du compensateur, des ailerons, ces surfaces mobiles qui permettent de contrôler l'avion. Ils étaient en acier, d'environ 1 cm de diamètre. Normalement, ils étaient protégés par des poulies et des guides cachés derrière des panneaux et des structures. Mais maintenant, ils étaient complètement exposés. Le vent les fouettait violemment, sans que personne ne puisse les maintenir. L'avion deviendrait incontrôlable. Le sergent George Simley se déplaça depuis le compartiment radio. Le sergent Robert Bell s'avança depuis les positions des mitrailleuses latérales. Ils se positionnèrent près de la baie des bombes, où les principaux câbles de contrôle étaient visibles. Il n'y eut pas de débat. La situation était évidente. Quelqu'un devait tenir ces câbles, quelqu'un devait les tirer lorsque le pilote aurait besoin de bouger les commandes. Le problème était la coordination. Swanson était assis dans ce qu'il restait du cockpit, tandis que, à 12 mètres devant, l'équipage était debout dans la baie des bombes. Le système de communication était hors service, rendant la communication presque impossible. Swanson tenta de déplacer les pédales du gouvernail. Rien ne se passa. Les pédales étaient toujours fixées au sol, mais les câbles qui les actionnaient étaient battus par le vent soufflant à près de 500 km/h. Il essaya les manettes de puissance des moteurs. Les moteurs 1, 3 et 4 répondirent. C'était déjà ça. Mais sans contrôle sur les surfaces de vol, le bombardier finirait par sortir de la formation et plonger. Ou pire encore, le nez se relèverait, l'avion perdrait de la vitesse et tournerait hors de contrôle. Dans tous les cas, il mourrait. L'équipage commença à tirer sur les câbles. Ils enroulèrent des sections de câbles autour de leurs mains pour avoir une meilleure prise. L'acier était gelé et leur coupait les gants. Lorsqu'ils tiraient à gauche sur le câble du gouvernail, le nez du bombardier se déplaçait à gauche. Lorsqu'ils tiraient à droite, il se déplaçait à droite. Les compensateurs fonctionnaient de la même manière. Tiré vers l'arrière, le nez montait, relâché, le nez descendait. Le problème était que chaque mouvement devait être parfaitement synchronisé. Trop de pression, et l'avion réagirait excessivement. Trop peu, et rien ne se passerait. Et il faisait cela sans voir ce que Swanson voyait, sans savoir quelle correction était nécessaire, sans instrument ni indicateur. Le bombardier continuait à se détacher de la formation. Les autres avions maintenaient leur vitesse de croisière en direction du sud-ouest vers la mer Adriatique. Le bombardier de Swanson était désormais plus lent. La résistance de l'air causée par l'absence du nez était énorme. Le moteur hors service signifiait moins de puissance et la formation ne pouvait pas attendre. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre. Chaque minute au-dessus de la Hongrie signifiait plus d'exposition aux attaques ennemies et aux feux anti-aériens. Le protocole était clair. Les avions incapables de maintenir la vitesse de la formation se retrouvaient derrière.
À 9h46, le bombardier était seul. La formation était maintenant à 1,5 km, puis à 3 km. Swanson pouvait les voir au loin, un groupe de formes sombres contre le ciel d'été. Son propre avion perdait de l'altitude, non pas rapidement, mais régulièrement. Ils étaient à 9000 mètres au-dessus de l'objectif. Maintenant, ils étaient à 8800, puis 800. L'équipage continuait à tirer sur les câbles. Leurs mains étaient engourdies. Le froid était brutal. La circulation sanguine était coupée par la pression du câble contre leurs paumes. Mais ils continuaient à tirer. L'état du carburant était inconnu. Les indicateurs avaient disparu avec le panneau de contrôle. Swanson n'avait aucune idée de combien de carburant restait dans les réservoirs d'aile. Il ne savait pas combien de temps 3 moteurs pourraient les maintenir en vol. Il ne savait même pas s'ils se dirigèrent dans la bonne direction. La navigation nécessitait des instruments, une carte, le navigateur qui était maintenant mort quelque part au-dessus de Budapest. Tout ce que Swanson savait, c'était qu'il devait voler vers le sud-ouest, sortir de la Hongrie, atteindre la Yougoslavie, traverser l'Adriatique, atteindre l'Italie, rentrer chez eux. À ce moment-là, l'équipage dans la baie des Bombes commença à agiter frénétiquement les mains vers l'arrière de l'avion. Swanson ne pouvait pas se tourner pour regarder. La pression du vent à travers l'ouverture du nez de l'avion rendait tout mouvement dangereux. S'il se détachait de son siège, il risquait d'être aspiré vers l'avant, hors de l'avion. Il resta figé dans sa position, scrutant l'horizon, essayant de maintenir les ailes de l'avion à niveau, tandis que l'équipage continuait de gesticuler. Il se passait quelque chose de grave à l'arrière, quelque chose au-delà de la partie manquante du nez, au-delà du moteur hors service, au-delà des câbles de contrôle exposés. Le sergent Charles Stoker, le mitrailleur arrière, se trouvait à son poste lorsque le nez de l'avion explosa. La section arrière était l'endroit le plus isolé dans un bombardier de ce type, un petit compartiment à l'arrière du fuselage, accessible seulement en rampant à travers la zone des mitrailleuses latérales sur les mains et les genoux. Stoker avait ressenti l'impact. Il avait senti l'avion se soulever violemment, puis se stabiliser, mais maintenant il ressentait autre chose. La structure de la queue commençait à se plier. Le cadre métallique qui soutenait le stabilisateur vertical et les stabilisateurs horizontaux se déplaçaient de manière anormale. L'explosion avait créé des fractures de tension quelque part dans le fuselage, où les éclats d'obus avaient affaibli des éléments de soutien essentiels. Quoi qu'il en soit, la section de la queue était en train de céder. Si la queue se détachait, tous mourraient instantanément. Un bombardier sans queue entrerait dans une spirale incontrôlable. L'avion tournerait sur lui-même jusqu'à se désintégrer ou s'écraser au sol. Il n'y aurait pas de temps pour sauter en parachute ni pour réagir. L'équipage dans la baie des Bombes comprit la gravité de la situation. Il voyait l'épieuiller la position du mitrailleur arrière à travers le fuselage. Il voyait la structure se tordre et il ne pouvait rien y faire. Le bombardier était désormais à 7900 mètres, continuant sa descente, toujours en direction du sud-ouest. Swanson estima qu'il volait sans cockpit depuis 4, peut-être 5 minutes. Chaque seconde semblait durer une éternité. Le bruit du vent était assourdissant. Le froid s'infiltrait à travers chaque couche de son uniforme de vol. Ses mains sur les manettes de puissance commençaient à s'engourdir, mais les manettes étaient les seuls contrôles qu'il lui restait. La puissance des moteurs était la seule chose qu'il pouvait ajuster sans l'aide de l'équipage, qui tirait sur les câbles dans la baie des Bombes. Le lieutenant Paul Burnt, le copilote, était toujours à son poste. Son manche de commande avait disparu. Ses instruments avaient disparu, mais il observait les moteurs, cherchant des avions ennemis. Les chasseurs allemands Messerschmitt 109, rapides et redoutables, et Focke-Wulf 190, qui traquaient sur les bombardiers isolés. Un bombardier endommagé, séparé de sa formation, devenait une cible facile, sans défense aérienne, sans soutien mutuel, juste un bombardier affaibli perdant de l'altitude au-dessus du territoire ennemi. Mais jusqu'à présent, aucun chasseur n'était apparu. La Luftwaffe semblait occupée ailleurs ou n'avait pas encore détecté le bombardier. L'équipage continuait de tirer sur les câbles. Leur coordination s'améliorait. Lorsque Swanson réduisait la puissance du moteur numéro 1, l'avion avait tendance à tourner à droite. L'équipage compensait en tirant sur le câble du gouvernail gauche. Lorsqu'il augmentait la puissance du moteur numéro 4, ils ajustaient à nouveau. Ce n'était pas vraiment du vol, mais plutôt une question de survie collective, 10 hommes travaillant comme un seul organisme pour maintenir en l'air 30 000 kilos d'aluminium et d'acier. À 9h50, le bombardier franchit la frontière hongroise pour entrer en Yougoslavie. Swanson ne le savait pas. Il n'avait pas de carte.
Il n'y avait aucun point de repère qu'il pouvait identifier à travers l'énorme trou où son cockpit avait été. Mais les tirs anti-aériens cessèrent. Les nuages d'explosions noires s'étaient dissipés. Cela signifiait qu'ils étaient sortis des zones de défense les plus denses. Cela signifiait qu'ils avaient une petite chance. Une chance qui dépendait entièrement du temps que la structure de la queue tiendrait, du temps que l'équipage pourrait continuer à tirer sur les câbles, du temps que 3 moteurs pourraient encore fournir assez de poussée. Les indicateurs de carburant avaient disparu, mais Swanson pouvait entendre les moteurs. Il sentait leurs vibrations à travers la structure de l'avion. Ils tournaient de manière régulière. Cela signifiait que le carburant circulait encore. Cela signifiait que les réservoirs d'ailes n'étaient pas vides. Mais combien restait-il ? Il était impossible de le savoir. Ces bombardiers emportaient 10 600 litres de carburant répartis dans plusieurs réservoirs. En croisière, 4 moteurs brûlaient environ 760 litres de carburant par heure. Mais ils n'étaient pas en croisière. Ils tournaient à puissance maximale continue sur 3 moteurs pour tenter de maintenir leur altitude et leur vitesse. Cela signifiait que la consommation de carburant était bien plus élevée. Swanson prit une décision. La décision était simple, évacuer l'équipage. L'avion était en train de mourir. La structure de la queue se dégradait. La quantité de carburant était inconnue. Ils étaient toujours au-dessus du territoire occupé. Chaque minute en l'air augmentait le risque de rupture structurelle totale. Si le bombardier se désintégrait à grande altitude, personne ne survivrait. Mais si l'équipage pouvait sauter en parachute tant que l'avion était encore contrôlable, la plupart d'entre eux auraient une chance. Ils seraient capturés, passeraient des mois dans des camps de prisonniers de guerre, mais ils seraient vivants. Le problème était l'exécution. Sauter en parachute depuis un bombardier nécessitait de la coordination. La procédure standard impliquait des points de sortie spécifiques. Le bombardier et le navigateur utilisaient la trappe d'évacuation avant dans le nez, mais cette trappe n'existait plus. L'opérateur radio et d'autres utilisèrent les fenêtres des mitrailleuses latérales ou la porte arrière. Le mitrailleur de la tourelle balistique devait orienter sa tourelle dans une position particulière avant de pouvoir sortir. Chaque membre de l'équipage avait répété cet exercice des dizaines de fois lors des entraînements, mais les exercices partèrent du principe que l'avion était intact. Ils supposaient que le pilote pouvait communiquer par intercom. Ils supposaient qu'il y aurait du temps pour organiser une évacuation ordonnée. Swanson ne disposait d'aucune de ces conditions. Il n'avait pas d'intercom, pas de moyen de donner des ordres, et pas de façon de coordonner qui partirait en premier. Il ne pouvait pas quitter sa position. Dès qu'il se détacherait, dès qu'il tenterait de se diriger vers une sortie, l'avion deviendrait incontrôlable. L'équipage dans la baie des bombes perdrait toute référence pour savoir quel câble tirer. Le bombardier entrerait dans une spirale ou plongerait en quelques secondes. Tous ceux qui seraient encore à bord mourraient. À 9h52, le bombardier était à 7300 mètres. Il volait sans cockpit depuis 10 minutes. Les mains de Swanson étaient ensemble et fermement agrippées aux manettes de puissance. Ses pieds étaient sur les pédales du gouvernail. Bien que les pédales ne fassent rien sans l'équipage tirant sur les câbles 9 mètres derrière lui, Burnt était immobile dans son siège de copilote, observant l'horizon, scrutant les ailes, cherchant tout signe de défaillance catastrophique. Aucun des deux ne parla. Il n'y avait rien à dire. Le bruit du vent rendait toute conversation impossible. Quoi qu'il en soit, l'équipage dans la baie des bombes prit la décision par lui-même. Il pouvait sentir la structure de la queue se plier, voir les fissures de tension se répandre à travers le fuselage. Ils comprirent que rester à bord signifiait mourir lorsque l'avion se désintégrerait. Un à un, ils commencèrent à se diriger vers les fenêtres des mitrailleuses latérales. Le sergent Robert Bell fut le premier, il attacha son harnais de parachute, se positionna à la fenêtre et sauta. Le courant d'air l'emporta instantanément. Le sergent Charles Kelly fut le suivant, puis le sergent George Simley, ensuite le sergent Frank Gimancy. Chaque saut rendait l'avion plus difficile à contrôler. Moins de mains sur les câbles signifiait des ajustements moins précis. Le bombardier se mit à tanguer. Les ailes s'inclinaient d'abord à gauche, puis à droite. Le nez se releva légèrement. Swanson ajusta la puissance pour compenser, mais la seule puissance ne suffisait pas. Il avait besoin du gouvernail, il avait besoin des compensateurs, il avait besoin de l'équipage tirant sur les câbles, mais l'équipage abandonnait le navire. C'était la seule option rationnelle. Le sergent Charles Tucker rampera vers l'avant depuis la position du mitrailleur arrière.
Il se faufila à travers le passage étroit, émergeant dans la zone des mitrailleuses latérales, où il vit les positions vides où ses camarades étaient debout quelques instants auparavant. Il aperçut les câbles de contrôle maintenant lâches, sans main pour les tenir. Il remarqua le vaste trou où se trouvait le nez de l'avion, à 12 mètres devant lui. Il attacha son parachute et sauta. À 9h54, 5 hommes avaient été évacués. 5 hommes descendaient sous les parachutes au-dessus de la Yougoslavie. 5 hommes seraient capturés par les forces allemandes en quelques heures, mais 5 hommes survivraient ce jour-là. Cela laissait 5 hommes encore à bord du bombardier de Swanson, lui dans le siège du pilote, Burnt dans le siège du copilote et 3 autres qui n'avaient pas encore atteint les points de sortie. L'avion était à 6700 mm, continuant sa descente à peine contrôlable, et la structure de la queue était sur le point de céder complètement. Les membres restants de l'équipage se dirigèrent vers les sorties. Le sergent Paul Hish, mitrailleur latéral, passa par la fenêtre. Son parachute se déploya proprement. Le sergent Robert Twacker, un autre mitrailleur latéral, suivit quelques secondes plus tard. Il ne restait que 3 hommes à bord. Swanson, Burnt et un membre de l'équipage. L'avion devenait de plus en plus instable. Presque personne ne tirait plus sur les câbles de contrôle, et le bombardier ne répondait plus qu'à la puissance des moteurs et à la stabilité aérodynamique résiduelle. Cette stabilité avait été conçue pour des conditions de vol normales, pas pour un vol sans nez, pas pour un vol avec une queue défaillante. À 9h56, le dernier membre de l'équipage atteignit la baie des mitrailleuses latérales, sauta et disparut dans le courant d'air. Swanson et Burnt étaient seuls, 2 hommes dans les débris d'un bombardier à 6000 mm au-dessus de la Yougoslavie. Le bombardier continuait sa descente. 3 moteurs tournaient encore, mais l'avion n'était plus vraiment pilotable. Il ne restait en l'air qu'en raison de la stabilité résiduelle et du fait que les ailes généraient encore de la portance. Sans l'équipage tirant sur les câbles, toute entrée de contrôle significative était impossible. Swanson tourna légèrement la tête et croisa le regard de Burnt. Aucun mot n'échangea entre eux. Le bruit du vent aurait noyé toute conversation, mais le message était clair. Burnt devait partir. Il n'y avait aucune raison pour que le copilote reste à bord. Il n'avait plus de contrôle. Il n'avait plus de fonction. S'il restait, il mourrait lorsque l'avion se désintégrerait ou s'écraserait. La seule décision rationnelle était de sauter en parachute tant qu'il restait de l'altitude, tant qu'il y avait encore du temps pour déployer le parachute et survivre à l'atterrissage. Burnt détacha son harnais, se leva de son siège de copilote et se dirigea prudemment vers l'arrière du cockpit où il pouvait atteindre le fuselage principal et accéder à la sortie des mitrailleuses latérales. Il jeta un dernier regard vers Swanson. Le pilote était toujours figé dans sa position, les mains sur les manettes de puissance, les yeux rivés sur l'horizon, maintenant le bombardier mourant aussi stable que possible. Burnt se glissa à travers l'espace étroit derrière le cockpit et se dirigea vers l'arrière. 30 secondes plus tard, il sauta. Swanson se retrouva seul, un homme dans un bombardier de 30 000 kg à 5800 mm. L'avion descendait à environ 60 mètres par minute, non en piqué, mais dans une chute régulière. Les 3 moteurs restants produisaient suffisamment de poussée pour maintenir la vitesse, mais pas assez pour maintenir l'altitude. Le nez manquant générait une résistance énorme. Le profil aérodynamique était détruit. Le bombardier était essentiellement un gros bloc de métal volant avec des ailes. La situation du carburant demeurait inconnue. Les réservoirs d'ailes pouvaient être presque pleins ou presque vides. Il n'y avait aucun moyen de savoir. Le bruit des moteurs ne donnait aucune indication. Ils tournaient régulièrement, mais jusqu'au moment où le carburant serait totalement épuisé, auquel cas il s'arrêterait simplement. Sans avertissement, sans à-coup, juste le silence. Et si les 3 moteurs s'arrêtaient en même temps, le bombardier tomberait du ciel. Swanson estima sa position. Cela faisait environ 14 minutes qu'ils volaient vers le sud-ouest depuis Budapest. Leur vitesse était probablement d'environ 290 km/h, peut-être moins. Cela signifiait qu'ils avaient couvert environ 64 km, peut-être 72. La frontière entre la Hongrie et la Yougoslavie était à environ 48 km de Budapest. Cela signifiait qu'ils se trouvaient probablement maintenant au-dessus de la Yougoslavie, probablement en approche des montagnes ou de la côte adriatique. Mais tout cela n'était que conjecture, sans instruments, sans carte, sans navigateur. Ils volaient à l'aveugle. La question était de savoir combien de temps restait à bord. Chaque minute passée aux commandes offrait plus de temps à l'équipage en parachute pour s'éloigner du lieu du crash. Les patrouilles allemandes chercheraient un bombardier abattu.
Mais si Swanson pouvait maintenir l'avion en vol encore quelques minutes, les membres de l'équipage sous parachute pourraient atterrir à des kilomètres de l'endroit où l'avion finirait sa course. Cette séparation pourrait faire la différence entre capture et évasion, entre emprisonnement et liberté. Mais rester à bord signifiait aussi un risque accru de mourir dans l'accident. La structure de la queue se courbait encore. Le bombardier pouvait se désintégrer à tout moment. Et lorsque Swanson déciderait enfin de sauter, il devrait se détacher, se lever, se frayer un chemin à travers l'avion pour atteindre un point de sortie et sauter. Tout cela pendant que l'avion devenait incontrôlable, tout cela alors qu'il risquait potentiellement d'entrer dans une spirale fatale. À 9h58, Swanson prit sa décision finale. Il resterait avec l'avion encore 2 minutes. Cela donnerait à l'équipage plus de distance. Cela leur offrirait une meilleure chance. Ensuite, il partirait. Swanson garda les mains sur les manettes de puissance. Les 3 moteurs continuaient leur grondement constant. Le moteur numéro 1 sur l'aile gauche, le moteur numéro 3 à l'intérieur de l'aile droite et le moteur numéro 4 à l'extrémité droite de l'aile. Tous fonctionnaient normalement, tous consommaient du carburant à un rythme inconnu. Le bombardier descendait lentement à travers les 5400 mètres. À 10 heures pile, Swanson lâcha les manettes de puissance. Il détacha son harnais. Dès que les sangles furent desserrées, il sentit la pression du vent qui tentait de le tirer vers l'avant, vers le grand trou où se trouvait le nez de l'avion. Il se poussa en arrière contre son siège. Puis, prudemment, il se leva. L'avion commença immédiatement à cabrer. Sans personne pour contrôler les manettes de puissance, sans aucune correction, le bombardier entama un léger virage à gauche. Swanson se dirigea rapidement vers l'arrière du cockpit. Il se glissa à travers le passage étroit menant à la baie des bombes. Derrière lui, le nez du bombardier tomba. Les câbles de contrôle pendaient, abandonnés dans la baie des bombes. Personne ne les tirait désormais. Personne ne stabilisait l'avion. Swanson sentit l'avion se précipiter dans une chute incontrôlable. Il avait peut-être 30 secondes avant que l'angle de descente ne devienne trop prononcé, avant que les forces gravitationnelles rendent tout mouvement impossible. Avant que l'avion ne s'engage dans une spirale, il atteignit la zone des mitrailleuses latérales. Le plancher en aluminium vibrait sous ses bottes. Le bruit du vent était assourdissant. Il attrapa son paquet de parachutes dans le compartiment de stockage, l'attacha à son harnais et se dirigea vers la fenêtre. Le bombardier était maintenant en piqué, pas verticalement, mais suffisamment incliné pour que Swanson doive se maintenir contre le fuselage pour rester droit. Il se plaça à la fenêtre de la mitrailleuse latérale, regarda le champ yougoslave à 5100 mètres en bas et sauta. Le vent le saisit comme un mur. Le bombardier passa comme un éclair. Les moteurs rugissaient encore, à 60 mètres et continuant leur descente. Swanson tira sur la corde d'ouverture. Le parachute se déploya brusquement, lui coupant le souffle. Puis, le silence. Un silence relatif. Le rugissement des moteurs s'estompa tandis que le bombardier poursuivait sa chute. Swanson observa le bombardier tomber. La queue était encore attachée, mais tout le fuselage arrière se pliait comme une canne sous le vent. À 400-500 mètres, la queue se sépara. La section avant du bombardier chuta presque verticalement. Elle tomba encore pendant 8 secondes, puis disparut dans une ligne d'arbres à 3 kilomètres de là. Un nuage de fumée noire s'éleva quelques instants après l'impact. Les réservoirs de carburant avaient pris feu lors de l'impact. Rien ne survécut à cet accident. Personne n'aurait pu survivre. Si Swanson était resté à bord encore 30 secondes, il serait mort. La descente en parachute fut lente. Swanson se laissa porter vers le sud-ouest par le vent dominant. En dessous de lui, le paysage yougoslave défilait avec ses fermes dispersées, ses forêts et ses petits villages. Quelque part là-dessous se trouvaient les forces d'occupation allemandes. Quelque part là-dessous se trouvaient les membres de son équipage qui avaient sauté quelques minutes avant lui. Quelque part là-dessous se trouvait la réalité que sa guerre était finie. Il allait bientôt devenir prisonnier. Le sol apparut plus vite que prévu. Swanson aperçut les arbres. Il tenta de diriger son parachute vers un champ ouvert, mais la voile n'était pas conçue pour des manœuvres de précision. Les arbres étaient stoppotants, tentés juste en dessous de lui. Il heurta les branches supérieures, heurte à environ 24 km/h. Les branches se brisèrent. La toile du parachute s'accrocha dans les branches. Swanson se précipita à travers le feuillage et heurta une grosse branche avec son côté gauche. Il sentit sa jambe se briser. L'os se fendit proprement entre le genou et la cheville. La douleur explosa dans tout son système nerveux.
Il tomba encore de 3 mètres et s'arrêta suspendu à 4,5 mètres du sol, emmêlé dans les cordes de son parachute et des branches brisées. Le sang coulait de sa jambe. Son uniforme de vol était déchiré. Des écorchures profondes couvraient sa cuisse gauche où les branches avaient déchiré la toile et la peau. Sa jambe gauche était pliée dans un angle anormal. Il ne pouvait pas la bouger, ne pouvait pas poser de poids dessus, ne pouvait pas descendre de l'arbre. Il resta suspendu dans son harnais de parachute, essayant de contrôler la douleur, essayant de rester conscient. En dessous de lui, il entendit des voix allemandes. Des soldats allemands arrivèrent en quelques minutes au pied de l'arbre. C'étaient des soldats de la Wehrmacht, l'armée allemande, faisant partie d'une unité d'occupation stationnée dans la région. Ils avaient vu les parachutes descendre, avaient entendu l'accident du bombardier. Ils venaient de récupérer l'équipage américain. Swanson resta immobile dans son harnais, suspendu à 4,5 mètres au-dessus du sol, incapable de bouger, incapable de s'échapper. L'un des soldats lui cria dessus. Swanson ne répondit pas. Les soldats commencèrent à discuter de la façon de le faire descendre. Ils trouvèrent une échelle provenant d'une ferme voisine. 2 hommes montèrent et coupèrent les cordes du parachute. Ils descendirent Swanson avec précaution, en prenant soin de ne pas aggraver sa blessure à la jambe. Lorsqu'ils arrivèrent au sol, ils le posèrent sur le dos. Un médecin allemand arriva. Il examina la jambe cassée, les lacérations, la perte de sang. Il appliqua une attelle temporaire avec des planches de bois et des bandes de tissu. Il injecta de la morphine d'une trousse de secours. La douleur commença à s'estomper. Swanson ressentit les effets de la drogue, la douleur aiguë de sa jambe se transformant en une sensation lointaine. Le médecin enveloppa les coupures profondes avec des bandages. Il vérifia les autres blessures. Les côtes semblaient intactes. Pas de traumatisme crânien, pas de saignement interne détecté. La principale préoccupation était la jambe. Sans traitement approprié, une infection pourrait s'installer. Sans chirurgie, l'os pourrait ne pas guérir correctement. Mais pour l'instant, le médecin avait fait ce qu'il pouvait avec les moyens limités dans une clairière de la forêt. Les Allemands transportèrent Swanson vers un poste de commandement local. De là, il fut transféré dans une installation médicale de la Wehrmacht. Un médecin allemand examina la jambe, confirma la fracture et réaligna l'os correctement. La procédure fut douloureuse malgré la morphine. Swanson perdit connaissance à 2 reprises pendant le processus. Lorsqu'il reprit conscience, sa jambe était dans un plâtre, de la cheville à la hanche. Le médecin lui expliqua par l'intermédiaire d'un interprète que la fracture était propre. L'os guérirait, mais Swanson ne marcherait pas normalement pendant des mois. Je tiens à souligner que cette histoire, bien qu'elle ait eu lieu pendant la guerre, nous montre quelque chose de beau. Les médecins allemands ont traité Swanson avec professionnalisme et respect malgré le fait qu'ils étaient ennemis. Il n'y avait pas de haine personnelle, seulement des soldats accomplissant leur devoir. À la fin, tous étaient de jeunes hommes pris dans un conflit plus grand qu'eux. Le courage de Swanson et de son équipage est admirable. Mais il en va de même pour l'humanité manifestée par ceux qui les capturèrent. La guerre finit, mais le respect entre les guerriers perdure. C'est la leçon que nous devons retenir, que même dans les moments les plus sombres, la dignité humaine peut prévaloir. Durant les 3 jours suivants, le reste de l'équipage du bombardier fut retrouvé par les forces allemandes. Les 8 hommes qui avaient sauté en parachute furent retrouvés dans une zone très réduite, à seulement 20 mètres de l'endroit où l'avion s'était écrasé. Aucun d'eux ne réussit à s'échapper. La zone rurale de Yougoslavie, le pays où ils étaient tombés, était fortement surveillée par des patrouilles militaires. Bien qu'il existât des groupes de résistance partisane, des guérilleros locaux luttant contre l'occupation allemande et opérant dans les montagnes, l'équipage avait atterri dans des terres agricoles entièrement contrôlées par les forces allemandes. Un par un, ils furent emmenés au même centre de traitement des prisonniers. Swanson, le pilote, les vit arriver. Burnt, Kimency, Simonelli, Bell, Kelly, Tacker, Ish, tous en vie, tous sans blessures graves, à l'exception de quelques coupures et contusions. Tous étaient désormais des prisonniers de guerre. Ils furent transférés dans un camp de prisonniers en Autriche, pays voisin de l'Allemagne. Le camp s'appelait Stalag Luft 4, une installation spécifiquement désignée pour héberger les équipages aériens alliés capturés, c'est-à-dire les aviators américains et britanniques. Le camp abritait environ 10 000 pilotes, navigateurs, bombardiers, mitrailleurs et ingénieurs de vol américains et britanniques. Les conditions étaient difficiles, mais pas brutales. La nourriture était limitée.
Les colis de la Croix-Rouge, une organisation humanitaire internationale qui aidait les prisonniers, arrivaient de manière irrégulière. Les baraquements où ils dormaient étaient très froids en hiver. Les soins médicaux étaient minimaux, mais en général, les Allemands suivaient les protocoles de la Convention de Genève pour le traitement des prisonniers de guerre, des règles internationales visant à traiter les prisonniers de guerre humainement. Il n'y avait pas d'exécution massive, ni de torture systématique, seulement de l'enfermement, de l'ennui et de l'attente. La jambe de Swanson guérissait lentement. Il passa les 2 premiers mois avec des béquilles. Le plâtre fut retiré en septembre 1944. La physiothérapie était très basique. Il marchait tous les jours autour du périmètre du camp pour renforcer sa jambe blessée. En octobre, il pouvait marcher sans aide. En novembre, sa boiterie était à peine visible. En décembre, il était physiquement rétabli, mais la guerre continuait. Le camp restait fermé. Les gardes patrouillaient autour des barbelés. Les tentatives d'évasion étaient rares, et échouaient, presque toujours. L'équipage du bombardier s'adapta à la routine de la captivité. Il parlait de la mission, du projectile anti-aérien de 90 000 mm qui les avait touchés, des 10 minutes qu'ils avaient passées sans cockpit, de la nécessité de tirer sur les câbles de contrôle à la main, de la façon dont leur bombardier était tombé dans la forêt yougoslave de Dudley et Henderson, les 2 camarades morts instantanément lorsque l'avant de l'avion explosa, de la proximité de la mort qu'ils avaient tous connue ce jour-là et attendaient que la guerre se termine. Ils attendaient la libération, attendaient de rentrer chez eux. L'hiver se transforma en printemps. Les Allemands commencèrent à évacuer les camps à mesure que les forces soviétiques, l'armée de l'Union soviétique avançant depuis l'est de l'Europe, se rapprochaient. Les prisonniers furent contraints de marcher vers l'ouest en longues colonnes. Les conditions se détériorèrent. La nourriture se fit encore plus rare. Certains hommes moururent pendant ces marches forcées. D'autres s'échappèrent profitant du chaos. Swanson et son équipage restèrent ensemble. Ils marchèrent à travers l'Allemagne, tandis que le Troisième Reich, le régime nazi, s'effondrait autour d'eux. Et le 30 avril 1945, les forces américaines atteignirent leurs colonnes. Ils étaient libres. 9 mois de captivité se terminèrent sur un chemin de terre au centre de l'Allemagne. Les tanks américains passèrent à côté d'eux. Les soldats distribuèrent de la nourriture, de l'eau et des cigarettes. Le personnel médical les examina à la recherche de blessures et de maladies. Les anciens prisonniers furent transportés vers des points de collecte, puis vers des aérodromes avant de revenir en Italie et enfin aux États-Unis. L'équipage retourna chez lui. Les 8 survivants, les 8 hommes qui avaient tiré sur les câbles de contrôle à la main à 9000 mètres au-dessus de Budapest, la capitale de la Hongrie, les 8 hommes qui avaient sauté d'un bombardier mourant et survécu. Walt Swanson retourna à la vie civile dans le Michigan, un État du nord des États-Unis. Il se maria, forma une famille et travailla tranquillement pendant des décennies. Il parlait rarement du 14 juillet 1944. Quand on lui demandait, il disait simplement qu'il avait eu de la chance, que l'équipage avait eu de la chance, que Dudley et Henderson n'avaient pas eu de chance. Il ne se considérait pas comme un héros, mais comme un pilote ayant accompli son devoir dans des circonstances impossibles. Les forces aériennes de l'armée, l'US Air Force, n'étaient pas d'accord. Swanson fut promu dans les années qui suivirent, se retirant finalement avec le grade de lieutenant-colonel, un rang militaire assez élevé. La reconnaissance ne fut pas pour une seule mission, mais pour une carrière de service. Mais cette mission unique resta le moment déterminant. Les 10 minutes sans cabine, les 10 minutes qui auraient tardé de tuer tous ceux à bord. L'équipage resta en contact. Ils assistèrent à des réunions du groupe de bombardiers 483, leur unité militaire. Ils se réunissaient tous les quelques années pour se souvenir de la guerre, des missions, des hommes qui ne sont pas revenus. Le lien entre eux était incassable. Ils avaient survécu à quelque chose qui n'aurait pas dû être survivable. Ils avaient piloté un bombardier sans nez, sans instruments, sans cabine et avec des câbles de contrôle exposés au vent de 300 km/h. Ils l'avaient fait grâce à leur coordination, leur détermination et leur simple refus de se rendre. Et ils avaient honoré Dudley et Henderson en survivant en s'assurant que leur sacrifice signifia quelque chose. Paul Burnt, le copilote, resta dans le Michigan près de Swanson. Ils restèrent amis jusqu'à la fin. Frank Remancy retourna chez lui avec sa famille et parla rarement de la guerre. George Simonelli garda des photographies de la mission. Des décennies plus tard, il les montra à ses petits-enfants, leur expliquant ce que cela signifiait de tirer sur des câbles d'acier tandis qu'un bombardier se désintégrait autour de vous.
Les autres se dispersèrent à travers le pays, mais tous se souvenaient. Tous se souvenaient. Evald Swanson mourut en 2009 à l'âge de 89 ans. Il avait vécu une vie pleine. Il avait vu le monde changer. Il avait vu les avions évoluer, passant des bombardiers à hélices aux avions à réaction, puis aux vaisseaux spatiaux. Mais l'avion dont il se souvenait le plus clairement était celui-là, ce bombardier qui perdit son nez au-dessus de Budapest. Le bombardier qui vola avec du temps emprunté et la détermination de son équipage. L'avion qui prouva que la volonté humaine pouvait surpasser les limites de l'ingénierie. Le lieutenant Kenneth Dudley mourut instantanément lorsque ce projectile anti-aérien frappa. Le lieutenant Joe Henderson mourut avec lui. Ils avaient 23 et 24 ans. Ils ne revinrent jamais chez eux. Mais les 8 hommes qui survécurent portèrent leur mémoire avec eux pendant 9 mois dans un camp de prisonniers de guerre, et des décennies plus tard, à Michigan et à travers toute l'Amérique. Et maintenant, à travers cette histoire, leur nom reste de vivant. Cette histoire nous enseigne quelque chose de profond sur l'humanité. Au-delà des drapeaux et des uniformes, il y eut un respect mutuel entre ceux qui se sont affrontés dans les airs. Les pilotes allemands qui défendirent leur espace aérien accomplissaient leur devoir, tout comme les Américains qui effectuaient ces missions. Une fois à terre, prisonniers et captifs suivaient des protocoles humanitaires. Il n'y avait pas de haine personnelle, juste des hommes pris dans un conflit plus grand qu'eux-mêmes. La véritable victoire n'était pas militaire, mais humaine. La capacité de maintenir la dignité, la camaraderie et le respect même dans les circonstances les plus extrêmes. Ces hommes méritent d'être rappelés non seulement pour leur courage en combat, mais pour avoir montré qu'en dépit de la guerre, l'humanité peut prévaloir. Leur héritage est un message de paix, de réconciliation et du triomphe de l'esprit humain sur l'adversité.